il y a quelques années, on a rencontré des cabinets de conseil en gestion de patrimoine qui s'étaient associés entre eux pour monter une plateforme qui avait pour but d'automatiser certains processus répétitifs qu'on retrouvait dans la gestion de patrimoine. 3 années plus tard, après avoir monté cet outil-là, ils ont commencé à le vendre à leurs compétiteurs qui sont devenus leurs clients, les autres conseillers en gestion de patrimoine, et leur activité avec le logiciel qu'ils vendaient à leurs concurrents représentait un plus gros chiffre d'affaires que leur activité principale de conseil en gestion de patrimoine. Donc on va voir ensemble comment est-ce que vous pouvez transformer vos concurrents en clients et par quelle étape sont passés ces conseillers en gestion de patrimoine. Je m'appelle Hugo, j'ai travaillé chez Amazon pendant 3 ans en conduite autonome, en reconnaissance vocale, et depuis j'ai cofondé Yula Studio et accompagné plus de 20 dirigeants à automatiser des processus métiers. Mon but c'est de documenter avec ces vidéos-là les retours terrain qu'on a, ce qu'on a compris et les erreurs à ne pas faire, et tout ça à travers des exemples concrets rencontrés au jour le jour. Je vais d'abord partir d'un constat. C'est que si vous vendez un service, c'est finalement une suite d'actions que vous maîtrisez et qui est exécutée par un ou plusieurs experts. Ça peut être vous ou un de vos collaborateurs. Et finalement, l'expertise, c'est de l'expérience accumulée, un diagnostic rapide et une capacité à dérouler des étapes sans avoir besoin d'avoir un processus documenté et à jour. C'est-à-dire qu'en fait, c'est avec aisance qu'on arrive à délivrer le service. Et finalement, vos concurrents, ils ont le même mode de fonctionnement, ils vont être meilleurs sur certains points, moins bons sur d'autres, mais globalement, votre offre est similaire. Aujourd'hui, pour augmenter votre chiffre d'affaires, vous avez 2 leviers différents que vous pouvez utiliser. Le premier, c'est d'aller recruter des collaborateurs en plus, pour avoir plus de temps, gérer plus de clients, faire plus de chiffre d'affaires et donc plus de bénéfices. Et le deuxième, c'est d'aller automatiser des processus répétitifs pour que vos collaborateurs puissent se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée et donc du coup pouvoir servir plus de clients. Donc plus de chiffre d'affaires, donc plus de bénéfices. Mais là, il y a 2 choses à voir. La première, c'est qu'augmenter le nombre d'humains, ça permet d'augmenter effectivement son chiffre d'affaires, ses bénéfices aussi en valeur absolue, mais pas forcément sa marge. Et on parle notamment d'épreuves de la cinquantaine, où on va parfois atteindre des paliers, notamment les 50 employés, où en fait on va avoir des coûts fixes qui explosent à cause des législations, etc. Et le deuxième point, c'est qu'en automatisant les processus répétitifs, en fait on vient juste prendre, finalement on retombe sur les tâches à faible valeur ajoutée, qui sont très répétitives, ennuyantes, que personne ne veut faire, pour que les collaborateurs puissent se concentrer sur les tâches plus intéressantes, où ils ont plus de valeur ajoutée. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus que l'automatisation est un levier de croissance extrêmement puissant. Si on compare des entreprises qui n'automatisent pas à des entreprises qui automatisent, aujourd'hui, pour atteindre le même nombre de clients et de chiffres d'affaires, on se rend compte qu'en fait, il va falloir beaucoup plus d'employés. Comment est-ce qu'on peut interpréter ce schéma? On va regarder tout d'abord l'entreprise qui n'automatise pas. Sur entre les deux courbes, pointillés rouges, on va retrouver en haut les entreprises qui ont beaucoup de mal à avoir des processus clairement documentés, à les maintenir à jour, à onboarder des nouveaux collaborateurs, etc. Et sur le bas de cette courbe, du coup, parmi ceux qui se débrouillent le mieux mais qui n'automatisent pas, on va avoir des entreprises plus structurées, avec des vrais processus d'onboarding, de suivi des rendez-vous clients, etc., etc. Mais néanmoins, elles vont jamais réussir à atteindre cette zone d'efficience dans laquelle on retrouve les entreprises qui automatisent les processus métiers. Et en fait, aujourd'hui, une erreur qu'on peut faire, c'est de se dire oui, mais bon, moi, mon métier, il est compliqué, on ne peut pas tout automatiser, et dans tous les cas, c'est pas le but. On ne veut pas tout automatiser. Il y a des parties, la vente, le success management, il y a des parties importantes qu'aujourd'hui, dans tous les cas, ça ne fait pas sens d'automatiser, ce serait une erreur. Deuxième point, c'est qu'on ne va pas non plus jeter le client sur une plateforme, sur un SaaS qu'on a construit, rempli de jargon technique que le client ne sait pas utiliser. Le but, c'est de l'accompagner, et même dans la majorité des cas, d'avoir cette plateforme à usage interne, et c'est transparent pour le client. Si on prend l'exemple des conseillers en gestion de patrimoine, qui illustre très bien ce que je viens de dire, ils ont un métier intense en processus administratif. On a de la collecte d'infos, de la recommandation sur la gestion de patrimoine, des arbitrages, de l'optimisation fiscale, du suivi administratif et réglementaire, de la relation client. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mappé toutes ces tâches. En fait, ils ont mappé toutes les différentes étapes de leur chaîne de valeur, de ce qu'ils proposaient comme service.
et ils ont identifié les opportunités d'automatisation sans biais. Le but, c'est de dire où est-ce qu'on a de la répétitivité, où est-ce qu'aujourd'hui c'est douloureux pour le client comme pour nous, où est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas besoin d'avoir un agent, on n'a pas besoin d'avoir un conseiller, on n'a pas besoin d'avoir un collaborateur. Et du coup, ils ont identifié notamment ces deux cas d'usage-là, la collecte d'informations clients et le suivi administratif et réglementaire. En fait, la réglementation, elle évolue très souvent, et donc du coup, faut rééditer les documents et les refaire signer par le client. Donc typiquement, c'est des choses qui prennent du temps et qui ne servent pas à grand-chose. La conséquence pour eux, c'est que du coup, dans un premier temps, ils économisent du temps, donc de l'argent, ils dégagent plus de marge, et ils commencent à vendre cet outil-là à leurs concurrents pour qu'eux aussi gagnent du temps et augmentent leur marge. Conséquence, du coup, ils ont une nouvelle source de revenus. C'est du revenu récurrent avec le logiciel qu'ils vendent à leurs concurrents. Puis, puisqu'ils ont été les premiers à automatiser le process, et que du coup, beaucoup de leurs concurrents sont devenus leurs clients, au bout d'un moment, ils dépassent le chiffre d'affaires de leur cabinet avec le SaaS. Et d'ailleurs, ils ont des marges plus élevées, parce qu'ils ont des coûts fixes qui sont bien plus faibles. Hein. Ils ont seulement quelques développeurs, une ou deux personnes pour le support client, et puis des commerciaux. Et encore, dans tous les cas, ils connaissent déjà ce marché-là, ils connaissent leurs concurrents. Donc petit à petit, l'entreprise elle se transforme en tech, et les revenus passent de la gestion de patrimoine, du conseil en gestion de patrimoine, vers du logiciel. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ces conseillers en gestion de patrimoine? La première, c'est qu'il faut automatiser intelligemment. Construire la pioche, construire l'outil dont tout le monde a besoin sans le savoir, puis vendre la pioche et arrêter de creuser soi-même. Le but, c'est de casser le marché. Vous allez dans un premier temps réduire les frais, les coûts fixes pour tout le monde, et vous allez capter la valeur sur le marché. Vous allez déporter la valeur vers la partie automatisation, vers la partie logiciel qui permet d'automatiser le processus métier, le métier, sur un marché que vous venez de créer, qui n'existait pas avant. Et dans tous les cas, ça, c'est pas une question de quand ni de si, c'est une question de qui est-ce qui va le faire. Ça arrivera tôt ou tard. La question, c'est de dire, est-ce que vous vous sentez prêt à saisir l'opportunité? Et c'est aussi un fait, c'est que la valeur va se déplacer de l'exécution de service vers l'outil qui automatise. Et du coup, vos marges elles vont se compresser, on le verra plus tard, sauf si vous êtes celui qui capte le déplacement de valeur. Aujourd'hui, vous êtes sûrement dans un cas de figure où vous avez un client qui contractualise avec vous pour vos process, votre expertise et votre relation client. Petit à petit, si ce n'est pas déjà le cas, le client va s'appuyer sur vous, contractualiser avec vous, mais votre process et votre expertise, vous les avez soit avec un outil interne automatisé, soit vous utilisez un logiciel externe pour justement automatiser cette partie-là, en tout cas la gestion tout centralisée. Et du coup, votre réelle valeur ajoutée, ça devient simplement la relation client, puisque n'importe quel concurrent est capable de récupérer la plupart des process et de l'expertise. Je dis bien la plupart parce que c'est une approximation, bien sûr. Et donc, vous vous retrouvez actuellement dans une situation où votre client contractualise soit avec vous, soit avec un de vos concurrents. Et puis, d'ici quelques mois, quelques années, si ce n'est pas déjà le cas, votre client contractualise avec vous, vos concurrents, mais qui derrière, en fait, utilisent quasiment tous le même logiciel. On voit notamment dans la comptabilité, on a un très gros leader qui écrase tout, et puis du coup, tous les comptables se mettent à utiliser le même outil. Mais du coup, le problème, c'est que au début, ça va être super intéressant pour vous. En fait, vous allez avoir un outil qui marche super bien, qui permet d'automatiser beaucoup de process, centraliser les informations, centraliser les process. C'est incroyable. Le problème, c'est que l'offre, elle va se standardiser, et pendant quelques temps, vous allez continuer à pouvoir vendre au même prix les prestations. Sauf que quand les offres se standardisent, le vrai facteur différenciant entre vous et vos concurrents, ça devient le prix. Vu que la prestation se ressemble beaucoup, vous avez toutes les mêmes capacités, vous avez tous les mêmes outils, vous avez tous les mêmes process, ça se ressemble beaucoup. Et du coup, dans ce cas de figure-là, combien de temps est-ce que vous pensez que ça prendra pour vous retrouver dans cette situation-là où l'outil devient tellement performant que le client n'a plus besoin de passer ni par vous, ni par vos concurrents? Il utilisera directement la plateforme pour se servir lui-même parce que l'outil a tellement évolué qu'il vous rend inutile. Et donc on peut imaginer que peu importe le secteur sur lequel vous vous trouvez, à horizon 5 ou 10 ans, le marché se sera totalement contracté et il ne restera plus que vos concurrents ou vous qui aurez su pivoter sur une offre productifiée. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets. En attendant, je vous invite à réserver un audit de 30 minutes
Vous aurez un lien en description, c'est gratuit et sans engagement. Le but, c'est qu'on comprenne votre métier, vos process et vos enjeux.